Le professeur Nadir Saoudi, chef du service cardiologie au CHPG, a également bien voulu répondre à nos questions. Professeur Saoudi, nous tenons à vous remercier d'avoir accepté de nous consacrer un peu de votre temps. Pouvez-vous nous parler de votre fonction au CHPG? J'étais professeur à l'université de Rouen. J'ai démissionné de Rouen pour venir au CHPG en 2001. Je suis le chef de service de cardiologie. Le chef de service de cardiologie veut dire responsable d'une équipe que j'ai recrutée pour sa quasi-totalité. Et j'ai donc pour fonction de répondre à la demande de la cardiologie médicale de la principauté et de la rythmologie, cette sous-spécialité de la cardiologie qui comprend les stimulateurs cardiaques, les défibrillateurs, l'ablation par radiofréquence et d'autres tests qu'on fait d'ici. Tout ça qui tourne autour des dysfonctionnements électriques du cœur qui n'existaient pas en principauté. On est 5 médecins à mettre des pacemakers et des défibrillateurs. Et on est 3 à faire des ablations. Et puis, comme l'université me manquait quand même un petit peu, je suis professeur à Philadelphie aussi. J'ai un lien très fort avec l'université de Pennsylvanie, que j'ai créé il y a quelques années. C'est parti pour bien durer. Vous êtes également à l'origine à Monaco de la création d'une association contre la mort subite. Quand je suis arrivé en principauté, il y avait, je crois, 1 ou 2 défibrillateurs, dont un avait été offert au prince Ranier. Et il n'y avait pas de politique de défibrillation, d'accès public à la défibrillation. C'était un peu étonnant qu'il n'y ait pas ça à Monaco, parce qu'il n'y avait pas de rythmologie, en fait, il n'y avait pas de culture rythmologique locale. Et donc je me suis dit qu'il fallait vraiment développer les défibrillateurs, développer ce qu'on appelle plus largement l'accès public à la défibrillation, c'est-à-dire d'un côté les défibrillateurs, mais de l'autre côté la formation. Et donc j'ai fondé une association de lutte contre la mort subite, une association monégasque de lutte contre la mort subite. Et puis, j'ai fait des soirées caritatives, dont une musicale. Et on a levé des fonds. Et avec ces fonds, on a implanté des défibrillateurs dans les rues, qui sont ceux que vous voyez à l'heure actuelle. Ouais. Et beaucoup, 27 au départ. Et il y en a eu ensuite par là, qui sont apparus soit par des initiatives individuelles, soit par les entreprises. Pour ce qui nous concerne, par le biais de notre groupement, nous en avons également rétrocédé une 50aine dans les entreprises locales. Arrive-t-il qu'ils soient utilisés? Oui, ils sont utilisés. Ils ont sauvé des vies déjà. Pouvez-vous nous préciser ce qu'est la mort subite chez un adulte? Mort subite, le mot est autodéfinissant. C'est quelqu'un qui meurt et d'une façon très rapide, très brutale. L'OMS propose une définition qui est mort dans l'heure qui suit le début de symptômes, quels qu'ils soient. Peut-être un coma, ça peut être une douleur thoracique, ça peut être une hémiplégie, ça peut être beaucoup de choses. Et les gens qui, dans l'heure qui suit, meurent, entrent dans le cadre de la définition de ce qu'est la mort subite. Les gens sont normaux, ont une vie de relation, s'écroulent et ne sont plus là. Ce niveau de brutalité et de rapidité, c'est quasiment synonyme d'arrêt de fonctionnement brutal du cœur par un trouble du rythme. Le trouble du rythme cardiaque le plus fréquent à l'origine de ça s'appelle la fibrillation ventriculaire. La mort subite, est-ce la même chose qu'un infarctus? Non. Non. Infarctus du myocarde veut dire qu'une portion du muscle cardiaque va mourir. Parce que l'artère qui apporte le sang à cette partie du cœur, qu'on appelle une artère coronaire, va se boucher. Pourquoi? Parce qu'on mange trop, parce qu'on fume, parce qu'on a des parents qui ont malheureusement vous ont légué des pas très bons gènes qui vous prédisposent à ça. On développe une maladie qui s'appelle l'athérosclérose. Et ça octroie des diminutions du diamètre interne de ces artères coronaires et parfois brutalement une obstruction des artères, par ce qu'on appelle rupture de la plaque d'athérome, qui arrête le flux sanguin dans cette artère. Dans ces cas-là, toute la portion de muscle cardiaque en aval de l'endroit qui est bouché meurt. Et quand elle meurt, on a ce qu'on appelle un infarctus du myocarde. Dans ce cas-là, que faut-il faire? Dès qu'on a l'artère qui se bouche, ça fait très mal.
Et tellement mal que là, on se rend compte que c'est pas normal, il se passe quelque chose de grave, et instinctivement, les gens le sentent en plus. Dans ces cas-là, il faut aller tout de suite au centre cardio-thoracique de Monaco, ou bien, si c'est ailleurs, en France ou ailleurs, aller dans un hôpital où il y a un service de cardiologie qui puisse aller immédiatement dans l'artère qui est bouchée pour essayer de la déboucher. On dispose de combien de temps pour déboucher l'artère? Pour avoir un résultat significatif, c'est moins de 3 heures. À peu près moins de 2 heures, c'est mieux. Comme l'AVC. Moins de 30 minutes, c'est beaucoup mieux. Et si ça se passe pendant une coronarographie, tout de suite, c'est encore mieux. Là, il n'y a pas de séquelles. Le plus tôt on intervient, le mieux ça vaut. Au-delà de 3 heures, la récupération est très médiocre. Au-delà de 6 heures, c'est foutu. Quelles sont les conséquences d'un infarctus? Ça n'entraîne pas nécessairement la mort. Au départ, ça entraîne donc une douleur. Et après, en fonction de la taille de l'infarctus, il y aura des séquelles qui pourront être notées par le patient ou pas. Si l'infarctus est petit, parce que l'artère a été bouchée assez loin dans son trajet et l'infarctus va ne considérer qu'un tout petit territoire. Dans ces cas-là, l'infarctus sera minime et les gens pourront, après la douleur passée, ne pas avoir forcément de séquelles. Cela entraîne-t-il une insuffisance cardiaque? Pour répondre à votre question, l'insuffisance cardiaque, bien sûr, peut apparaître après un infarctus du myocarde parce que la portion de cœur qui est morte ampute trop la fonction de pompe du cœur. Et à ce moment-là, le cœur ne remplit plus sa fonction et les gens deviennent très essoufflés et entrent dans une pathologie séquelaire de l'infarctus du myocarde, mais qui devient autonome, qui est l'insuffisance cardiaque. C'est clair ce que je dis? Moi, j'ai suivi, donc ils vont suivre. Il y a aussi un autre élément, c'est que, en général, quand on a un infarctus, on a tellement peur, ça fait tellement mal qu'on change son mode de vie. Les gens qui fumaient, beaucoup arrêtent de fumer parce que là, ils se sont rendus compte qu'ils ne sont pas passés loin, la vie est éphémère, ils ont que ça comme capital. Parfois, commence le sport. En cas d'arrêt cardiaque chez un adulte, un massage cardiaque réalisé avec une alternance de 30 compressions suivies de 2 insufflations vous semble-t-il approprié? Oui, c'est bien, c'est très bien. On théorise beaucoup sur le nombre d'insufflations, sur la durée entre les compressions et les insufflations. C'est bien, mais c'est tellement dérisoire par rapport au simple fait de vraiment faire un massage cardiaque lorsqu'on est en présence d'un arrêt cardiaque. L'important, c'est que quand quelqu'un fait devant vous une perte de connaissance, d'aller voir s'il respire, pour savoir si oui ou non c'est un arrêt cardiaque, et déclencher le processus de réanimation avec l'appel des secours, en premier d'ailleurs, l'appel des secours, le massage cardiaque, la ventilation, et ça c'est important de le faire. Que se passe-t-il si l'on fait un massage cardiaque sur un cœur qui bat? Sur le plan du fonctionnement cardiaque lui-même, rarement vous allez pouvoir l'altérer, vraiment rarement. C'est solide, un cœur bien installé qui n'est pas en train de développer une maladie cardiaque, le rythme est assez solide. Vous pourrez exceptionnellement entraîner un arrêt cardiaque, mais vraiment exceptionnellement. Même si on fait un massage cardiaque 10 minutes jusqu'à l'arrivée des pompiers. Donc il faut que ce soit quelqu'un qui soit mal formé ou incompétent, qui veuille bien faire mais qui fasse mal. Et à ce moment-là, ce que vous risquez, c'est de toute façon de casser des côtes. Donc vous allez aggraver les choses, c'est sûr. Si vous faites un massage cardiaque sur un cœur qui n'est pas arrêté, c'est vraiment une grosse erreur. Oui. La plupart du temps, avant de s'arrêter définitivement, le cœur va passer par une phase de fibrillation. Sait-on combien de temps dure cette phase de fibrillation? Je pense que par s'arrêter, vous voulez dire arrêter toute activité électrique. Oui, tout à fait. Parce que sur le plan mécanique, au moment de l'installation de la fibrillation, il est déjà arrêté. Oui, la fibrillation, il n'y a plus de circulation. Voilà, il n'y a plus de circulation, il n'y a plus de contraction efficace. Donc il n'y a plus de circulation. La fibrillation elle-même, quand elle est installée, dans la mesure où le cœur est arrêté, la vie elle-même du cœur et sa fonction, même électrique, va durer quelques minutes. Et au bout de quelques minutes, il y aura un électrocardiogramme qui va être totalement plat. Et une fois qu'il est plat, a priori, il n'y a plus rien à espérer. J'ai jamais vu et jamais entendu parler de gens qui reprennent un rythme sinusal après un électrocardiogramme plat lié à une fibrillation ventriculaire. Quelle est la différence entre un pacemaker et un défibrillateur implantable? Alors là encore, le mot est auto-explicatif. Sauf que l'un est en anglais et l'autre est en français. Pacemaker, ça veut dire faiseur de rythme. Ça veut dire qu'un cœur qui n'a plus de rythme, qui n'est plus capable de générer son propre rythme, peut être suppléé par un appareil qui va le faire à sa place, qu'on va appeler un pacemaker.
C'est donc un traitement de l'absence de rythme ou de rythme trop lent. On a donc un traitement de ce qu'on appelle les bradycardies. Un défibrillateur, c'est ce qui va arrêter une fibrillation. Et une fibrillation, c'est un rythme trop rapide. Donc c'est un traitement des tachycardies. Pouvez-vous nous donner quelques explications sur les pacemakers? Les pacemakers classiques sont des petits appareils qui sont connectés à une sonde, ou 2 sondes, ou 3 sondes, qu'on va mettre dans le cœur. Le pacemaker se met en général sous la peau, devant l'épaule droite ou l'épaule gauche. Pas d'importance. Pas d'importance, c'est un peu en fonction de l'opérateur, c'est une importance chez les gens qui font de la chasse. Le droitier qui fait de la chasse a besoin de son épaule pour épauler, parce que le recul du fusil va... Bon. La ceinture de sécurité, c'est pas un vrai problème, ça gêne pas vraiment. On va mettre sous la peau et on va le connecter à 1, 2 ou 3 sondes. On va les pousser, elles arrivent dans la veine cave supérieure. On peut en mettre une dans l'oreillette droite, une dans le ventricule droit et une au-dessus du ventricule gauche. Ce sont des technologies qui permettent de bien contrôler le rythme. Il y a une espèce d'informatique à l'intérieur. Le fait d'avoir des sondes, ça permet de mettre un boîtier délocalisé en dehors du cœur, assez gros, qui est solide et tout, et ça a été conçu dans la fin des années 60, ce genre de choses. Et ça marche très bien. Exceptionnellement rarement, les pacemakers tombent en panne, c'est vraiment très rare. J'ai visité pas mal de fois des usines de pacemakers. Avant qu'un boîtier soit sur le marché, ils passent dans des chambres de vieillissement, ils sont agressés, tout ça, ils sont résistants à tout, c'est vraiment du solide, ces choses-là. En 2015 est apparu un petit pacemaker tout nouveau, et là j'ai le plaisir de vous dire qu'on est les premiers dans la région à le mettre. C'est ce petit pacemaker, c'est tout petit comme ça. Ça pèse 12 grammes, alors voilà, pour la caméra. Vous voyez, il y en a 2 qui sont sortis sur le marché, celui-là c'est un des 2, et il y a des petits micro-harpons qui vont permettre à ce pacemaker d'être mis dans le ventricule droit, et qui sont très souples, hein, c'est pas traumatisant ce genre de choses. Hein. Et on le met simplement par voie veineuse fémorale, comme tout cathétérisme qu'on fait depuis 40 ans. Et il n'y a pas de sonde. Donc il n'y a pas de contrainte mécanique, il n'y a rien, et c'est tout nouveau, hein, tout nouveau. On en a implanté 3 au CHPG à l'heure actuelle. Ça coûte très cher, je n'ai pas remboursé par la sécurité sociale, mais c'est l'avenir, vraiment, je crois que c'est l'avenir. Surtout que bientôt, on va en mettre un autre dans l'oreillette, un autre sur le ventricule gauche, tout ça va communiquer par Bluetooth ou Wi-Fi, voilà. Ouais, c'est des super technologies. Hein. Non, c'est vraiment très bien. Oui. Voilà ce que c'est un pacemaker. Pouvez-vous nous parler maintenant des défibrillateurs implantables? Un défibrillateur, c'est beaucoup plus gros. Voilà un exemple de défibrillateur. Ici, on a un autre exemple. Voilà. Et ce sont des appareils qui sont comme des gros pacemakers classiques. Je vous mets un pacemaker classique en comparaison. Le défibrillateur, il a plusieurs trous. Il y en a 2, mais des fois, il y en a 3. Et vous voyez que la taille est différente. À l'intérieur, les sondes qui sont dans le cœur monitorent en permanence quand il y a une fibrillation ventriculaire. À ce moment-là, le logiciel qui est dans le défibrillateur va savoir que c'est une fibrillation ventriculaire, et avec une sonde très spéciale qu'on appelle une sonde de défibrillation, qui est dans le ventricule droit, va envoyer un choc électrique interne, important, c'est vraiment important. D'ailleurs, si le patient est conscient, ça fait un peu mal, c'est comme si vous receviez un grand coup de poing sur le thorax, bon, comme ça. Et c'est très bref, hein, mais ça empêche la personne de mourir parce que ça arrête la fibrillation. C'est ce que fait un défibrillateur analogue à ceux qui sont dans la rue, les défibrillateurs semi-automatiques, sauf que là, il faut mettre des palettes sur le thorax. Là, c'est à l'intérieur du cœur. Normalement, l'idéal est que cet appareil ne serve jamais, que ce soit un ange gardien. Comme ça, les gens sont rassurés, ne meurent pas, et puis, si 3, 4, 5 ans après la pose d'un défibrillateur, ils font un arrêt cardiaque, paf, ils sont sauvés. Toutes ces explications étaient fort intéressantes. Merci beaucoup, professeur Saoudi.